Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue mon ami Larry. Je n'ai pas un seul jour de repos. On me torture. Torturé, tu m'entends? À l'aide, sauvez-moi. Je vais commencer à cligner des yeux et tu sais, à envoyer des messages en morse. Oh mon Dieu. Oui, c'est un peu comme faire des montagnes russes, non? Oui. Larry, je pense que commençons par ce qui s'est passé dans le cas du Liban. Au Liban, on a le président du Parlement libanais, Nabih Berri, qui fait partie de la communauté chiite, enfin, de la communauté musulmane du Liban. Il est sorti en disant « Je ne sais pas quelle est la nature de cette relation. Je n'ai pas cherché à savoir ce que signifie exactement un accord entre le gouvernement libanais et un pays étranger, ni comment cela pourrait influencer la constitution du Liban. Est-ce que c'est mentionné dans la constitution? Est-ce qu'ils doivent vraiment ratifier ça au Parlement? Parce que si c'est le cas, alors le président du Parlement libanais dit non à l'accord. En gros, il dit que ça ne veut rien dire. Basically saying it doesn't mean anything. This agreement doesn't put an end to the war in Lebanon. Cet accord ne met pas fin à la guerre au Liban. En gros, ils disent que ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis en Suisse servirait de base à toute solution possible pour le cas du Liban. Voici ce qu'a déclaré le président du Parlement libanais. Je vais vérifier si l'accord apporte une forme d'engagement pour le pays, l'accord entre les deux gouvernements, essentiellement sans ratification par le Parlement. Et toi, Larry, comment tu comprends ça? Tu vas passer ce qu'il a dit? Moi, je ne l'ai pas encore entendu. Il a dit que mettre fin à la guerre au Liban et garantir la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale du pays faisait partie des points essentiels du premier article du mémorandum d'entente d'Islamabad. Notre objectif sérieux, c'est de mettre fin à la guerre au Liban et d'assurer le retour des déplacés. Il parle ici du peuple. Plus de 200 000 personnes ont été chassées du sud du Liban, de l'occupation et du retrait de l'entité sioniste du territoire libanais. Lors des discussions en Suisse, il a été décidé de créer une unité chargée de résoudre le conflit, avec la participation de l'Iran, des États-Unis et du Liban. Nos efforts en Suisse vont dans l'intérêt du peuple libanais, mais l'ennemi sioniste cherche à contourner la question du rétablissement de la souveraineté libanaise. L'accord entre le Liban et l'entité sioniste est une conspiration et une provocation. C'est bien toute sa déclaration. C'est ça que Nabih Berri a dit. Oui, c'était Nabih Berri. Ah bon? Oui. Donc il n'y a aucun accord, en tout cas pas du côté du Parlement, en faveur de l'accord soi-disant signé entre le gouvernement du Liban et celui d'Israël. Donc vous voyez, on est complètement en désaccord. Oui. Je ne sais pas si Washington a vraiment réfléchi à ce que cela impliquerait. Comment cet accord pourrait être contraignant pour le gouvernement libanais ou même pour le peuple libanais pour qu'il le respecte d'une manière ou d'une autre. Israël, de son côté, se sent très confiant. Beaucoup dans l'administration Netanyahou. On a eu Smotrich qui a déclaré que cet accord légitimait l'occupation du Liban. Il a dit ça aujourd'hui. Et Ben Gvir, lui, parle de dire « Non, on n'a pas besoin de ça. Il nous faut plus du Liban. » Aujourd'hui, j'ai montré la carte à notre public ici, parce que quand on regarde la carte, Larry, on voit deux zones entourées en rouge. Ils sont censés se retirer de ces deux zones. Les Israéliens, ces deux petites zones dans le sud du Liban, se trouvent entre la frontière israélo-libanaise et la ligne jaune. Et c'est une zone immense d'ailleurs. Elle fait à peu près 1,5 fois la taille de la bande de Gaza. Ce n'est donc pas un petit territoire que les Libanais pourraient simplement ignorer. Alors, pensez-vous que l'administration Trump
avec cette nouvelle série d'attaques en représailles contre l'Iran, on croit comprendre, d'après ce qui est rapporté, que l'administration Trump prévoit une nouvelle série de négociations cette semaine, parce que les deux camps ont décidé de ne pas s'attaquer directement. Et j'imagine que la question du Liban sera le premier sujet abordé s'ils se rencontrent. Je ne sais pas où cette rencontre aura lieu. Peut-être en Suisse ou ailleurs. Eh bien, ils étaient censés se rencontrer aujourd'hui et demain. Apparemment, ça a été annulé, repoussé, reporté, peu importe comment on l'appelle. Donc, tu dis qu'ils vont se voir la semaine prochaine? Ou est-ce qu'une date a été fixée? Oui. Non, en fait, c'est censé avoir lieu cette semaine, donc entre lundi et vendredi. Ils n'ont pas précisé quel jour exactement, mais en gros, ce sera une rencontre entre les deux parties. D'ailleurs, il a été rapporté que les deux camps ont accepté de se parler ou de se rencontrer cette semaine. Oui, enfin, ils devaient se rencontrer en Suisse aujourd'hui, mais ça a été repoussé. Oui. Tu vois, Larry, disons les choses comme ça. Il y a deux sujets vraiment importants. L'un, c'est le détroit d'Ormuz. L'autre, c'est la situation au Liban. Et je pense que, pour ce qui est des sanctions et des avoirs gelés, les Iraniens peuvent encore gérer ça. Mais si la situation s'aggrave, ils vont laisser tomber cet aspect-là. En revanche, le détroit d'Ormuz et le Liban, ça, ils vont pas les ignorer. Ils ne vont pas les sortir de leurs calculs. Alors, quel avantage sur ces deux dossiers? Et surtout, qui peut exercer plus de pression sur l'autre qu'avant le début de la guerre? Je pense que l'Iran a l'avantage dans le détroit d'Ormuz. D'abord, l'attaque américaine contre l'Iran l'autre jour a violé le protocole d'accord, parce qu'il n'y avait rien dans ce texte qui interdisait à l'Iran d'agir contre des navires essayant de traverser le détroit, sans suivre le protocole que les Iraniens avaient établi et que les Omanais avaient approuvé. Donc quand l'Iran a attaqué ce premier navire vendredi, le Ever Lovely, et que les États-Unis ont riposté, c'est bien les États-Unis qui ont violé le protocole d'accord. Parce que selon ce protocole, les deux parties devaient s'abstenir de toute action militaire l'une contre l'autre. C'était donc clair que les États-Unis, en quelque sorte, avaient porté le premier coup. Malgré ça, personnellement, je pense que ça aurait suffi à faire exploser le protocole pour moi, et j'en aurais tiré un trait. Mais apparemment, les États-Unis ont décidé aujourd'hui de ne pas aller plus loin. Ils ont fait marche arrière, et ça, c'est plutôt bon signe. En ce qui concerne le Liban, Mais l'Iran, avant même d'aller au Liban, Larry, l'attaque iranienne contre le Koweït et Bahreïn, ils avaient défini 8 points, 8 cibles dans ces deux pays. Et en gros, ils ont frappé la 5e flotte à Bahreïn et la base aérienne d'Al-Salem au Koweït. Je ne sais pas. Ils ont dit que c'était des zones très peuplées, non? Non, non, non. regardez encore une fois. L'Iran a lancé samedi une frappe de représailles plus importante que celle de vendredi. Cela dit, ce n'était toujours pas une attaque massive et elle n'a pas détruit d'actifs américains majeurs. C'était, encore une fois, plus symbolique que réellement concret. De la même manière, l'attaque américaine contre l'Iran était elle aussi davantage symbolique que substantielle. Et je pense que c'est ce qui explique où nous en sommes aujourd'hui. Il est maintenant 2h30, peut-être 2h45 du matin à Téhéran, et les États-Unis ne sont pas en train d'attaquer. Donc, vous voyez, je pense que les États-Unis se sont calmés, Trump aussi, malgré les discours musclés. Ils se sont apaisés et ont reculé. Donc en fait, les États-Unis auraient pu aller beaucoup plus loin et en faire bien davantage.
mais ils ont choisi de limiter la frappe. C'était, je pense, une démonstration de force, surtout symbolique. Et la réponse iranienne, elle aussi, avait plus de valeur symbolique que réelle. À l'époque, ça paraissait plus important, mais avec le recul, on voit bien que c'était surtout un message adressé aux États-Unis. Arrêtez de nous provoquer, sinon on ira jusqu'au bout. Et les États-Unis, eux, ne veulent pas en arriver là. Yeah. Here is Iranian army spokesperson brigade. Voici le porte-parole de l'armée iranienne, le général de brigade. Il a déclaré que l'Iran avait des plans sérieux dans deux domaines, la production nationale et l'achat d'équipements avancés auprès de pays amis. En gros, il semble que ce soit la Russie et la Chine. Il a ajouté que l'armée disposerait de matériel plus avancé dans les prochains jours. Il a bien dit dans les jours à venir, pas dans les semaines. Les drones présentés à la fin de la guerre de 40 jours sont, selon lui, bien plus perfectionnés que les générations précédentes, comme notre modèle H2. Et il a précisé qu'il parlerait bientôt de leur capacité au cher peuple d'Iran. Et je pense que ces drones sont les mêmes que ceux dont on a parlé lors de cette attaque contre les avions de chasse américains. Vous savez, celui qui disait qu'ils avaient une forme un peu comme une méduse. Ça ressemblait à une méduse et il a dit que ça bougeait de manière coordonnée. Ouais. Je pense que c'est justement le point qu'il veut souligner. Les nouveaux drones ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils utilisaient auparavant. Et quand on parle des pays alliés, ce genre d'équipement, en gros, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand ils parlent de matériel? Eh bien, qu'est-ce que vous entendez par pays amis? Il a dit que le nouvel équipement allait arriver en Iran, en provenance de pays amis, dans les prochains jours, et qu'ils allaient l'améliorer. Oui, ça veut dire la Chine et la Russie principalement. Et peut-être le Pakistan, mais la Chine et la Russie sont les principaux fournisseurs de nouvelles armes. D'après ce que je comprends, ce sera à vocation défensive, liée au système de défense aérienne. Encore une fois, pour les systèmes de défense aérienne, je choisirais les Russes plutôt que les Chinois. Tout simplement parce que ceux des Russes ont fait leurs preuves, alors que ceux des Chinois, non. Les systèmes russes ont été utilisés au combat, ceux de la Chine, jamais. Voici Hared, qui soutient le système israélien avancé vendu au Qatar et à l'Arabie saoudite. Vous voyez, parce qu'ils parlent d'envoyer des armes israéliennes. Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils ont? Ce serait le dôme de fer ou quelque chose comme ça? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un expert en armement israélien. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils voudraient acheter. Vous savez, ça semble un peu étrange comme transaction. Peut-être, je ne sais pas, des logiciels de surveillance ou d'intelligence artificielle, mais je ne crois pas qu'Israël vende ça aux Saoudiens. Je suppose que ça va être une sorte d'équipement de surveillance ou d'espionnage, vous voyez. Et comment ça va, enfin? Vous savez. Je ne sais tout simplement pas. Parce que l'armée d'Arabie saoudite, du Qatar et de ces pays-là est en réalité une armée américaine. Leur équipement, leurs avions de chasse, tout ce qu'ils ont vient des États-Unis. Ou bien, est-ce qu'ils reçoivent aussi du matériel de la Russie et de la Chine? Pas à ma connaissance. Je pense que vous avez raison. En grande partie, ils ont été formés, encadrés et soutenus par l'Occident.
Il y a quelques instants, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis ont l'obligation de mettre fin aux attaques sionistes et de faire appliquer un cessez-le-feu. Il a ajouté que la structure de sécurité du Golfe Persique doit être repensée sans ingérence étrangère. Et justement, Larry, parlons du gouvernement pakistanais. Dans cette région, à quel point dépend-il des États-Unis pour la sécurité? Le gouvernement pakistanais. Le Pakistan dépend-il des États-Unis? Sur les États-Unis. Non, pas du tout, à ma connaissance. Ils ne dépendent pas des États-Unis. Les États-Unis n'avaient probablement pas de moyens de pression sur eux à ce sujet, si tant est qu'ils en aient eu un. Je dirais même que c'est le Pakistan qui a l'avantage, tout simplement parce que le Pakistan est un point de passage essentiel pour acheminer le soutien en renseignement et d'autres personnels vers l'Afghanistan, par exemple. Oui, Donc ils doivent compter sur eux pour ça. Oui, il y a des liens anciens entre le Pakistan et les services de renseignement américains, mais je ne pense pas qu'ils aient quelque chose de nouveau prévu pour le moment. le ministre iranien des Affaires étrangères répète exactement ce qu'il a dit il y a quelques instants. Selon la première clause du mémorandum d'accord, la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, doit cesser complètement. Et il est regrettable que le régime sioniste poursuive ses attaques, alors que, d'après les engagements acceptés dans ce mémorandum, la responsabilité directe de mettre fin à ces agressions, cet engagement, incombe aux États-Unis. Ils avaient dit qu'ils allaient y mettre un terme, mais on ne voit aucune pression réelle. Pendant qu'on parlait, ils étaient en train d'attaquer le Liban aujourd'hui même. Eh bien, vous savez, le protocole d'accord n'est pas un document juridiquement contraignant. Donc c'est plutôt une sorte de recommandation. Mais Israël et l'Iran peuvent très bien apprendre à ignorer le... Je suppose qu'ils ont ressenti le passage d'un navire à l'autre. Enfin, je veux dire, ils peuvent le faire, tu vois. Donc ils ne sont pas bloqués là-dedans. Donc c'est une sorte de processus de désescalade. Disons-le comme ça. Et personne ne cherche à désamorcer la situation, en particulier Israël. Eh bien, Israël n'a pas signé cet accord. Les États-Unis sont censés faire en sorte qu'Israël respecte les règles. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Alors, on peut dire que du coup, l'Iran va vouloir en parler, que ce sera à l'ordre du jour. Je pense que les Iraniens font passer un message clair. Il faut qu'il y ait des avancées sur ce point, sinon, eh bien, ils ne resteront pas engagés. Il semble que l'Iran considère, comme vient de le dire le ministre iranien des Affaires étrangères, que toute action américaine violant les termes du protocole d'accord retardera la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, Larry. Je pense que si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ce ne sera pas une fermeture pour la Chine ou la Russie, ni pour d'autres pays amis comme l'Irak. Ce sera une fermeture qui touchera les Européens, les États-Unis, Israël et ces pays-là. Si l'Iran décide de fermer à nouveau le détroit d'Ormuz, quelle sera la réaction? Est-ce que cela va les ramener à la guerre, à une guerre totale entre les deux camps? Eh bien, le protocole d'accord a maintenant été violé. C'est à l'Iran de décider s'il veut continuer à agir dans le cadre de ce protocole ou non. Les États-Unis, eux, l'ont clairement enfreint. La première clause de ce protocole, le tout premier paragraphe, stipule que l'Iran et les États-Unis ne s'attaqueront plus mutuellement. Les États-Unis ont violé cet engagement l'autre jour,
lorsqu'ils ont lancé une attaque contre des camps en Syrie. Maintenant, Washington justifie cela en disant qu'en gros, l'Iran aurait frappé un navire qui tentait de traverser le détroit du côté bahreïni, enfin, du côté omanais du Golfe, et que l'Iran l'aurait fait illégalement. Mais tout ce que l'Iran a à répondre, c'est « Montrez-moi où, dans le protocole d'accord, il est écrit que l'Iran ne peut plus frapper un navire qui tente de passer par le détroit d'Ormuz sans l'autorisation des gardiens de la Révolution. » Ce n'est écrit nulle part. Et donc les Iraniens ont agi en conséquence. Vous savez, ils se sont attaqués aux navires qui violaient le protocole. Ensuite, les États-Unis l'ont frappé, puis l'Iran a riposté. Et à ce moment-là, oui, tout a été mis en pause. Tout ça s'est passé vendredi. Puis samedi, donc hier, les Iraniens ont poursuivi leur tentative d'interférer avec la navigation de certains navires en exigeant que tous remplissent le protocole de l'autorité du détroit du Golfe Persique, le PGSA. En gros, il faut remplir les autorisations. D'accord, on passe. Voilà notre destination. Voilà ce qu'on transporte, et ainsi de suite. Ils ont essayé de faire passer 2 navires en douce samedi. L'Iran a fini par riposter en imitant certains des navires israéliens et en les renvoyant vers l'Iran, ce qui a déclenché un affrontement massif. Donc, ce qu'on voit ici, dans le Golfe, c'est que l'Iran dit clairement « on va vous frapper » et ensuite, on répondra en conséquence. Mais jusqu'à présent, disons-le, tout cela relève surtout du théâtre politico-militaire. Hier, je pensais que l'Iran allait frapper les bases d'où étaient partis les avions qui ont touché son territoire. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont visé la base aérienne Al-Islam au Koweït et celle d'Al-Issa, je crois que c'est son nom, à Bahreïn. Et aucune de ces bases n'avait vraiment d'actifs aériens importants, tout simplement parce qu'elles sont trop proches de l'Iran. Mais malgré tout, l'Iran les a frappées durement. Et ensuite, on a vu quelle a été la réaction des États-Unis aujourd'hui. Rien. D'accord? Donc, clairement, les États-Unis ne veulent pas faire monter la tension. Et apparemment, d'après ce que j'ai appris depuis les attaques d'hier, les cibles que les États-Unis ont frappées en Iran n'étaient pas sensibles, ni importantes, ni vraiment significatives. Les Iraniens pensent que les États-Unis envoient davantage d'armes et de matériel dans la région. C'est une violation totale de la clause numéro 9 de l'accord, le protocole d'entente. Quelle est votre position à ce sujet? Oui, je pense qu'ils se trompent. Je pense que l'Iran se trompe là-dessus. À mon avis, c'est en train d'aller dans la direction complètement opposée. Je sais que les ordres ont été donnés. Je n'ai pas de chiffres précis sur le nombre d'unités aériennes, terrestres et tout le reste qui ont été déployés dans la région. Tout ce que je sais, c'est qu'on parlait de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc ils ne sont pas tous arrivés en un jour, ni en une semaine, ni même en un mois. Il a fallu quelques mois pour tout mettre en place. Et là, d'après ce qu'on me dit, de la part de ceux qui participent aux opérations aériennes, il faudra aussi quelques mois pour que tout le monde reparte. Mais tant qu'ils sont en train de se retirer, ils ne vont pas intensifier les attaques contre l'Iran, juste pour les provoquer et relancer toute la guerre. Pour l'instant, je ne vois pas cette guerre repartir. Disons les choses comme ça, Larry. Le protocole d'accord, c'est une série d'étapes qu'ils doivent suivre avant d'obtenir le moindre accord. Donc ces étapes, ils doivent appliquer toutes les clauses du protocole. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la première clause concerne les avoirs iraniens gelés. Ils discutent avec l'Iran, mais aucun de ces avoirs n'a encore été libéré. C'est une violation de la clause numéro 11. D'accord, tu as le numéro 11 ouvert devant toi?
Lis-le, s'il te plaît. Let me just bring it on here. Yeah. Laissez-moi juste le retrouver ici. Numéro 11. Les États-Unis s'engagent à rendre entièrement disponibles les fonds iraniens gelés et restreints dès la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Les États-Unis et l'Iran se mettront d'accord, d'un commun accord, sur la procédure de libération de ces fonds au cours des négociations. Related to the release of these funds during the negotiations. Right. So did it say by on day one? D'accord. Alors, est-ce que c'était écrit dès le premier jour quand on l'a signé, quand Donald Trump l'a signé, qu'il fallait le publier? Non, ce n'était pas écrit. Rien du tout. C'était très vague, oui. Comment peut-on violer quelque chose d'aussi vague? Voilà. C'est pour ça que si tu veux rédiger un texte en disant « on veut que nos avoirs gelés soient libérés », eh bien, si l'Iran avait vraiment été sérieux là-dessus, ça aurait dû dire quelque chose comme 10 jours, 20 jours, 30 jours après la signature de ce protocole d'accord, les États-Unis libéreront 100%, 80%, 50% des fonds gelés. C'est comme ça que ça aurait dû être écrit. Un truc dans ce genre. Et moi, j'aurais dit, après la signature de cet accord, les États-Unis sont tenus de verser 25% des fonds avant le 20 juin. Les 50% suivants doivent être libérés avant le 1er juillet et le reste sera débloqué le 7 juillet. Voilà, simple. Mais ils ne l'ont pas fait, donc c'est la faute de l'Iran s'ils n'ont pas mis un langage plus précis dans le texte. It's Iran's own fault that they didn't get more specific language in there. Yeah, but they're not trying to achieve that. Mais ce n'est pas ce qu'ils essaient de faire. Il n'y a pas, vous savez, dans le cas du détroit d'Ormuz, la façon dont ils essayent de forcer, je ne sais pas, cette organisation au Royaume-Uni qui attribue les itinéraires, les routes à suivre dans le golfe Persique. Eh bien, ils donnent de fausses informations aux pétroliers, aux navires. C'est pour ça, c'était l'une des principales raisons. Vous voulez dire les États-Unis? Non, le Royaume-Uni. Oh yeah, yeah. Ah oui, oui. Ils ne sont même pas signataires de l'accord. Ils essayent juste de tout faire capoter. Vous voyez, hein? You know, hey. Parce que peut-être que ces camions-citernes ne savaient pas quelle route était la bonne. Laquelle était? Oh non, 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 non. Oh, no, no. Look. Écoutez, ils savaient très bien que le protocole, c'est de déposer sa demande auprès des gardiens de la Révolution, puis de suivre leurs instructions. Mais à la place, ils ont décidé de suivre le Royaume-Uni et l'Occident. En gros, ils ont dit aux gardiens de la Révolution iranienne d'aller se faire voir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils découvrent les conséquences d'avoir fait ça. Et quelles sont ces conséquences? Eh bien, ils se sont fait tirer dessus, puis on les a forcés à faire demi-tour. They got shot at, and then they got turned around. Wow! Voici ce qu'a dit Mike Walsh, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, à propos du détroit d'Ormuz. Sur ce point, ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est tout le système. Laissez-moi juste ajouter un point là-dessus. Ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est toute la communauté internationale. Un record à l'ONU. 143 pays sont d'accord avec nous pour dire que c'est une violation du droit international. Même le gouvernement chinois a déclaré qu'on ne peut pas imposer de péage ou de frais. L'Iran comptait apparemment sur Oman, de l'autre côté du détroit, pour l'aider à mettre en place cette nouvelle infrastructure. Et maintenant, Oman, hier encore, a rejeté l'idée de péage ou de frais. Ils sont donc complètement isolés. Le président Trump ne laissera pas passer ça. Pendant ce temps, nous continuons à faire sortir des dizaines de navires chaque jour. Et les prix mondiaux du pétrole ne sont pas seulement stables, ils baissent. Donc la tentative de l'Iran de prendre le monde et son économie en otage est en train d'échouer complètement. That's just a big lie.
Oui, c'est tout simplement un énorme mensonge. Un mensonge pur et simple. Des dizaines de navires, ceux qui ont quitté le golfe Persique, sont partis en direction de l'Asie et ils transportent du pétrole iranien. Voilà, je suis assis ici, je regarde en direct sur marinetraffic.com. Tout le monde peut aller vérifier, jeter un œil. Le dernier navire à être sorti, apparemment, c'est soit un navire irakien, soit iranien, appelé le Kemba ou le Neshat. Et sa destination indiquée, c'est Kemba. Attendez, je vais vérifier ça. Yeah, here is the photo, Larry, that shows the compares Oui, voilà la photo, Larry, qui compare, par exemple, le 26 juin, il y a 2 jours. On voit le passage de ces navires dans le détroit d'Ormuz. Quelque chose comme 40 ou 50 pétroliers par jour, à peu près. Oui, non, c'est même pas comparable à ce que c'était en juin. it's not even comparable to what it was in June. Oui, c'est même pas comparable. No. Riyadh et Wagsfair. Iran has effectively closed the strait. Yeah, that's they're trying. Oui, c'est ce qu'ils essaient de dire. Moi, je pense que tout ce processus de négociation fait partie d'une sorte d'arnaque pour manipuler le marché. Parce que dis-moi, Larry, où en est-on avec le protocole d'accord? Honnêtement, avant qu'il soit signé, et aujourd'hui, quelle est la différence? Before MOU being signed and It's- today, what is the it's been- difference? Yeah, it's been violated. So, Oui, l'accord a été violé, donc ils vont continuer. Il leur reste encore des points à négocier. La seule chose qu'on regarde, c'est du point de vue de l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran a obtenu de tout ça? Premièrement, les États-Unis ont levé leur blocus. Deuxièmement, la marine américaine n'essaie plus activement d'arrêter ou de tirer sur les navires iraniens. Troisièmement, l'Iran peut vendre du pétrole à qui il veut. Quatrièmement, l'Iran reçoit de l'argent via l'Arabie saoudite et le Qatar. 12 milliards de dollars que les États-Unis sont censés payer. Et ces pays disent, écoutez, on va vous avancer l'argent, on vous le donne. Donc je pense que l'Iran est en fait dans une assez bonne position en ce moment. C'est les États-Unis qui cherchent désespérément à comprendre qu'est-ce qu'on fait maintenant. It's the United States is desperately trying to figure out, what do we do? Here is the concern. Here is the Voilà le footage that problème. shows how the United Voici les States images qui montrent comment les États-Unis envoient beaucoup d'armes dans la région. region. Larry, regarde, je te montre. Tu vois, vendredi 19 juin, tu vois le trafic? Friday, June 19. You see the Well, okay. traffic? Okay. how D'accord. do you know Comment savez-vous they're qu'ils apportent des armes? How do Et you comment know savez-vous qu'ils ne they're retirent pas du personnel? personnel? But Mais combien de personnel ont-ils dans la région? how do they have in the region? It's Uh, all about, the- you see, they A lot, all go to the Persian Gulf. Beaucoup. Ils n'ont fait qu'émettre l'ordre initial pour commencer à retirer le personnel. Ils vont être occupés à rapatrier le personnel, les avions et les équipes sur le terrain pendant environ 2 mois. C'est dire combien ils en ont là-bas. C'est énorme. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que les avions qui arrivent transportent plus de troupes ou de systèmes d'armes. Je pense que c'est tout le contraire. Ils rentrent aux États-Unis. They're going back to the United States. Do you think that these Vous pensez que ces gens qu'on fait partir du Moyen-Orient, ils vont où? On les envoie où, exactement? Parce que laissez-moi le dire clairement, ils partent en Europe. Yeah. Well, look, Oui, écoutez, ils viennent des États-Unis. Je ne peux pas dire, à partir de ça, s'il s'agit d'avions entièrement chargés apportant de nouveaux stocks, du nouveau matériel, de nouvelles armes, ou si en gros, vous voyez, ils amènent peut-être de la nourriture, mais repartent ensuite avec du personnel et des armes à bord. Oui. Oui. Hier soir, on en a parlé. On pensait qu'ils utilisaient les bases aériennes en Jordanie pour attaquer l'Iran. Ils pourraient aussi se servir des porte-avions dans l'océan Indien. Et combien de fois doivent-ils se ravitailler pour atteindre la frontière iranienne? How many times do they have to refuel to get to the Iranian border? 2 times? 2 fois? Eh bien, s'ils décollent de Jordanie ou d'Israël, oui, au moins 2 fois.
Jordan or Israel, yeah, at least 2 times. Yeah. Because it's Parce que la distance est importante entre l'océan Indien et la frontière iranienne. C'est beaucoup plus loin que la Jordanie. getting to La Jordanie, elle, est proche de la frontière far iranienne. away, compared to Jordan. Jordan is close to the Iranian border. Right. D'accord. Oui. Tu as dit que la Jordanie est proche de la frontière iranienne. Jordan's close to the Iranian border? Yeah, Oui, comparé à l'océan Indien. No, No, what's about, Non, pas vraiment. No, not really. Je veux dire, c'est à peu près 1300 kilomètres. It's about 800 miles. yeah. Let me just bring the map because my Oui, understanding is attendez, je vais afficher la carte, parce que si je comprends bien, la mer d'Arabie rejoint ensuite l'océan Indien. C'est loin, l'océan Indien, par rapport à la Jordanie. Laissez-moi juste ouvrir la carte pour voir la différence. Voilà. Regardez ici. Vous avez la Jordanie. Vous voyez la Jordanie ici et le golfe Persique. D'accord. Alors, pour ce qui est de... Oui, attendez, l'océan Indien est ici. Vous voyez cette ligne? Indian Ocean is here. You see this line and Yeah. Oui, d'accord, d'accord. Right. it's far away. C'est loin. La Jordanie est tout près de la frontière iranienne. S'ils décident de partir de Jordanie pour aller jusqu'à la frontière iranienne, pour attaquer, pour mener ces attaques, Well, they have. They've been going Eh bien oui, ils l'ont fait. Ils sont passés de la Jordanie à travers l'Irak pendant l'attaque. Ensuite, ils sont montés vers l'Arménie, l'Azerbaïdjan, puis ils sont redescendus de là. oui, ils doivent au moins passer par l'Irak, parce que les attaques, Larry, c'était ici, dans cette zone. Tu vois? Oui, là, dans cette partie. Donc, pour arriver ici, il faut regarder du côté de l'Irak. Et ils n'y arriveront pas. Ils devraient passer par le golfe Persique, mais à mon avis, c'est trop dangereux d'emprunter cette route. Ils doivent donc venir de Jordanie, traverser l'Arabie saoudite, puis passer par Oman, ou peut-être les Émirats arabes unis, pour attaquer ces zones. Ils vont passer par la Jordanie et l'Irak. Oui, la Jordanie, l'Irak. Mais s'ils vont en Irak, est-ce qu'ils auront accès à cette partie de l'Iran qui a été attaquée, en gros, pendant la guerre, pendant ces attaques des 2 dernières nuits? Oui, ils peuvent. Ils doivent rester ici. Et c'est bien loin de là. Non, ils n'ont pas besoin de rester sur place. Ils auraient très bien pu entrer dans le golfe Persique par le nord ou par le sud. Mais s'ils passent par le golfe Persique, ils vont se faire frapper par le système de défense aérienne, d'après ce que j'ai compris. Quel système de défense aérienne? Système de défense aérienne iranien, près du golfe Persique. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'ils ont utilisé l'espace aérien de l'Arabie saoudite, puis celui des Émirats arabes unis, peut-être même celui d'Oman, pour atteindre cette zone et frapper l'Iran. Eh bien, ce qui est clair, c'est que si les États-Unis retirent leurs moyens, la capacité de l'Iran à lancer des attaques unilatérales contre eux sera très limitée. Je pense que tout ça sera bouclé en 1 heure à partir du moment où ils commenceront. Donc ils auront déjà fait des progrès importants au bout d'1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. Je pense, Larry, qu'avec l'Iran, quand on suit les médias iraniens, on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de la situation, de ce protocole d'accord, de ces discussions en cours. Ils disent qu'il n'y a pas besoin de parler avec les États-Unis. De l'autre côté, ceux qui veulent justement dialoguer avec les États-Unis estiment que la situation ne va pas, tu vois, ne va pas bien se terminer pour les États-Unis. Ou bien que les États-Unis ne vont pas, disons, continuer ce genre d'attaque sur le long terme. C'est comme ça qu'ils perçoivent. Parce que si on entre dans ce jeu de représailles, il faut rester dans la région. Et on ne peut pas rester dans la région sans utiliser l'espace aérien des pays qu'on vient de mentionner. Alors, comment tu vois les choses?
Tu penses que les États-Unis retirent leur personnel, retirent leurs armes. How do you believe that the United States is removing the personnel, removing the weapons? The orders to do Les ordres pour faire ça ont été donnés. Donc avec ces ordres, les personnes dans les unités concernées ont été informées qu'elles doivent préparer un plan de sortie si on veut, avec le moment où elles vont partir, comment elles vont être ravitaillées, où elles vont l'être, et combien de temps le trajet va durer. Ça pourrait prendre, comme il n'y a pas d'urgence, entre 36 et 48 heures. Oui. There's no urgency, upwards of 36, 48 hours. Lebanon, Larry, you wanted to talk about Lebanon. Le Liban, Larry, tu voulais parler du Liban. Je t'ai interrompu parce que je voulais d'abord me concentrer sur le détroit d'Ormuz. Mais revenons au Liban. Voici les points de cet accord entre le Liban et Israël. Premier point. Israël déclare n'avoir aucune ambition territoriale au Liban, tout en précisant exactement où il se trouve, jusqu'à ce qu'il signe unilatéralement le désarmement. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie dit que l'aide militaire américaine à l'armée libanaise est strictement conditionnée à des étapes fixées et évaluées par Washington. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par humiliation. Franchement, je dirais que ces gens sont complètement fous. Literally, these guys are crazy. Who did they read? Well, which guys are crazy? The Iranians? Ils ont lu ça. Quels types sont fous? Les Iraniens, les Libanais. Ah, les Libanais. Je parle du gouvernement libanais. Aoun représente une faction chrétienne minoritaire. Donc Aoun fait ça pour se mettre les États-Unis dans la poche. C'est aussi simple que ça. Mais il n'a pas le soutien de la majorité de la population qui est soit sunnite, soit chiite. Et vous savez, beaucoup de musulmans à qui j'ai parlé, qu'ils soient libanais ou issus de ce milieu, comme vous, en ont assez de cette guerre. On n'a pas envie de voir si on peut continuer. On voudrait que ça s'arrête. We'd like to get it stopped. You're looking at the prospect for a Lebanese Donc, civil war. on se retrouve face à la perspective d'une guerre civile au Liban. Ce à quoi Aoun a souscrit n'a pas le soutien du peuple iranien, enfin je veux dire du peuple libanais. Et vous savez, le Hezbollah n'est clairement pas partie prenante. Donc en fait, c'est typiquement le genre de situation où tout le monde fait tout un plat d'un accord qui en réalité n'existe que sur le papier. Il n'a aucune force. Toute la contrainte devrait venir du gouvernement libanais. Censé faire ceci, cela et encore autre chose, alors qu'ils ont déjà bradé leur souveraineté à Israël. Et ça, c'est ce courant chrétien qui fait partie du gouvernement. Christian faction that's part of the government. Yeah. It says that the US government Oui, ça dit que c'est le gouvernement américain qui décide de l'aide militaire à l'armée libanaise. Et la façon dont il décide, ça n'a rien à voir avec le Liban. Les États-Unis décident de tout quand il s'agit d'aide militaire. Ils n'ont pas précisé quel type d'aide ce serait. Est-ce qu'ils vont recevoir un système de défense aérienne? Est-ce qu'ils vont recevoir des chars ou des armes lourdes? Are they going to see heavy weaponry? They're going to get F-35 jets, I'm sure. Ils vont avoir des avions F-35, j'en suis sûr. Bien sûr, je me moque un peu du fait que l'armée de l'air américaine a reconnu la semaine dernière que sur 100 F-35 construits, seulement 25 à 30 sont réellement prêts à partir en mission. Et les 6 derniers livrés l'ont été sans radar ni cône de nez. Alors, appliquons ça au Liban maintenant. Peu importe ce que les États-Unis promettent en matière d'équipement militaire, on ne sait même pas s'ils sont capables de le fournir. C'est un peu comme dire « On vous offrira volontiers un hamburger mardi prochain si vous nous donnez l'argent aujourd'hui. » Et les Libanais, eux, regardent autour d'eux et se demandent « Pourquoi on ferait ça ?» Et ces quartiers communautaires, eux non plus, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Peu importe à quel point le gouvernement libanais veut essayer de les contrôler. La première clause sert simplement à légitimer l'occupation israélienne du Liban. La deuxième concerne l'aide militaire américaine au Liban.
Mais elle ne précise rien. Elle ne dit pas de quel type d'aide il s'agit. Rien du tout. Et elle ajoute, tout ce qu'elle dit, c'est que Washington fixe et évalue les étapes, vous voyez. Tout ce que ça veut dire, c'est à déterminer. À déterminer. Ce qui veut dire, en gros, rien du tout. Ils vont donner, je dirais, quelques fusils, quelques armes légères, mais rien en matière de défense aérienne. Aucun avion de chasse. Rien. En fait, ils n'auront rien. Je ne sais pas ce que... Ensuite, la troisième clause dit que le Liban et les États-Unis s'engagent ensemble à étrangler financièrement tout groupe lié à la résistance. Donc, encore une fois, le gouvernement libanais coopère avec les États-Unis pour faire pression sur les actes de résistance. En réalité, il parle du Hezbollah, parce qu'il n'y a personne d'autre. Oui, il parle bien du Hezbollah. Ce qui est ironique, c'est que cet accord signé entre le Liban et Israël rappelle clairement celui que Neville Chamberlain avait signé avec Hitler. Sur le papier, ça avait l'air formidable. Mon Dieu, on allait enfin avoir la paix pour notre temps. Et c'est comme ça, vous savez, que ça devient le casus belli d'une guerre, ou l'un des casus belli. L'argent pour la reconstruction. Il parle de la reconstruction du Liban. Cet argent est mis sur une voie séparée, plus lente que celle des conditions militaires. Donc Beyrouth doit d'abord désarmer, puis attendre d'être payé. En gros, pour le Liban, ça ne change pas grand-chose. Ah oui, je suis d'accord. C'est un peu comme, allez, tu fais tous les sacrifices au début, on te promet, juré craché qu'on te paiera. Puis le moment arrive, tu devrais être payé. Et là, on te dit, ah ben non, t'as fait ci, ça et ça, donc tu mérites pas l'argent. Voilà comment c'est géré. Occupation, aide militaire, rien du tout. Faire pression sur le Hezbollah et pas de reconstruction sans désarmement du Hezbollah. Tout tourne autour du désarmement du Hezbollah. Regardez-les tous, c'est centré là-dessus, sur le désarmement du Hezbollah. Mais ça n'arrivera pas. Et je pense qu'ils obtiendront rien avec cet accord, les États-Unis et les Israéliens, d'après ce que je comprends. Non, je suis d'accord. Je pense qu'à ce stade, c'est un accord vide de sens. La question, en ce moment, c'est de savoir si le Hezbollah va d'une manière ou d'une autre réduire ses attaques dans le nord d'Israël ou les attaques contre les forces israéliennes dans cette zone au sud de la ligne bleue. Bon, reconnaissons une partie de tout ça. Israël, d'après ce que je comprends, depuis 30 ou 40 ans, a toujours gardé une partie de ce territoire, le long de la ligne jaune, comme zone tampon. Donc jusqu'où ils devront se retirer, ça reste à voir. Mais il est clair que l'Iran va pousser pour un retrait important. Je pense qu'il faut aussi noter, sauf si j'ai raté quelque chose dans l'actualité, que les États-Unis ont reculé aujourd'hui et n'ont pas donné suite par des représailles. Et en partie, je crois que c'est parce que les navires ne tentent plus de forcer le passage par le détroit. L'activité en ce moment est très faible. Il y a bien un navire irakien qui indique Bandar Abbas OPL, mais en réalité, il ne sort presque rien du détroit depuis la plus grande partie du golfe Persique, et il entre très peu de choses aussi depuis le sud. Bref, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passait hier soir en Irak. Il y avait beaucoup d'armes. Elles circulaient un peu partout. On pourrait presque dire que ça ressemblait à une tentative de coup d'État, non? Ce n'était pas un coup d'État. C'était, ils essayaient,
avec cette affaire de corruption en Irak, de, vous savez, arrêter les personnes impliquées, celles qui faisaient partie de ce réseau de corruption. Ce n'était pas une question de, disons, tel ou tel courant au sein du gouvernement irakien. Parce que les personnes arrêtées, eh bien, il y avait des chiites, des sunnites, un peu de tout. C'était un vaste réseau. Ils ont arrêté, je crois, une quinzaine de personnes, des hauts responsables. Et tout tournait autour de la zone verte à Bagdad. La zone verte, c'est là où se trouvent les ambassades, les immeubles, les résidences des responsables, des hauts fonctionnaires. Beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait d'un coup d'État. Mais en réalité, c'était le premier ministre irakien qui menait une opération contre la corruption, avec le soutien de... Et d'ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est aussi rendu en Irak. Eh bien, Aragchi était là. Oui, il était là. Et je ne suis pas vraiment sûr de quel était le but de sa mission, à part, vous savez, peut-être se coordonner avec l'Irak en mode « Hey, tu veux prendre le contrôle du Koweït? Pas de problème pour nous, on t'aidera. » Ça pourrait très bien avoir été un des points à l'ordre du jour, mais évidemment, ils ne vont pas le rendre public. Non. Bon, voyons voir. Je pense que dans les prochaines heures, on va en savoir plus sur ce qu'ils vont décider. Le côté iranien n'a pas réagi au rapport publié par Axios qui affirmait que dans les prochains jours, cette semaine, une nouvelle rencontre entre les deux parties était prévue. Ils devaient en commencer une aujourd'hui et la poursuivre demain. Apparemment, ça a été reporté. L'Iran, vous savez, peut très bien venir et présenter un argument légitime aux États-Unis. Vous avez violé de nombreux aspects du protocole d'accord. Vous nous avez attaqués, vous n'avez pas mis fin à l'occupation israélienne, vous n'avez pas imposé leur retrait. D'un autre côté, ils peuvent aussi dire « Eh bien, nous vendons notre pétrole, il circule, et vous avez levé le blocus. » Et malgré tout, le, disons, battage militaire d'hier, tout est calme sur le front qu'on le regarde à l'est ou à l'ouest. L'Iran est à l'ouest, Oman à l'est. Merci Larry. À demain. Demain, à 6 heures, c'est bien ça? Oui, 18 heures, heure de la côte Est. Côte Est des États-Unis. Je peux faire la grasse matinée. Ah non, en fait, non, je dois me lever pour aller voir le juge. Oui, à bientôt, aimé. Savoir. Bye-bye.